Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite phrase d'Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, qui a fait pas mal de bruit. En parlant des critiques constantes, il a lâché « Ils veulent toujours que Manchester United échoue ». Alors la question qui nous oppose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que ten Hag met le doigt sur une vérité, sur un environnement médiatique qui serait, disons, particulièrement hostile à son club? Ou bien est-ce que ce n'est qu'une ficelle de communication, une façon assez habile de détourner l'attention des résultats qui sont, assez décevants? De mon côté, je pense qu'il a fondamentalement raison. Le statut de Manchester United en fait une cible vraiment à part et il y a une sorte de désir de les voir chuter. Et pour ma part, je suis convaincue du contraire. Je pense que ces propos, c'est une tactique de management ultra classique. Les critiques que le club subit sont simplement la conséquence logique et franchement méritée de leur performance sur le terrain. Il n'y a pas de complot, juste un retour de bâton, quoi. Alors, je suis d'accord que les résultats comptent, évidemment, mais ma position, c'est que la déclaration de ten Hag à Sky Sports, ce n'est pas de la paranoïa. C'est une observation assez lucide. Quand il dit « Ils veulent toujours que Man United échoue », il décrit une réalité. Manchester United, ce n'est pas juste un club de foot, c'est une marque mondiale, une institution qui a dominé pendant des décennies. Et à cause de ça, chaque défaite est traitée comme une crise nationale, chaque mauvaise passe est analysée comme le symptôme d'un déclin irréversible. Pour les médias, et soyons honnêtes, pour les supporters adverses, l'histoire du géant qui s'effondre est beaucoup plus juteuse, beaucoup plus vendeuse que celle d'un club qui se reconstruit patiemment. Mais ce qui est essentiel dans sa déclaration pour moi, c'est la suite. La seule façon de changer cela, c'est nous. Il ne cherche pas une excuse. Il dit à ses joueurs « Voilà le monde dans lequel on vit, c'est hostile, c'est peut-être injuste. Et la seule réponse qu'on peut donner, c'est sur le terrain. C'est une façon de les préparer mentalement à ça. » J'entends bien. Mais j'aborde ça d'un point de vue totalement différent. Pour moi, c'est un cas d'école de ce qu'on appelle la mentalité de siège. C'est cette tactique où un leader, souvent sous pression, unit son groupe en créant l'idée qu'ils sont seuls contre un monde extérieur hostile. C'est du Ferguson, du Mourinho pur jus, une ficelle vieille comme le monde pour resserrer les rangs. D'ailleurs, il se contredit presque lui-même quelques secondes plus tard. Il admet, je cite, « Nous savons que nous devons gagner et quand nous ne gagnons pas, il y aura toujours des critiques. » En fait, il donne lui-même la clé de lecture. La critique n'est pas la cause, c'est la conséquence. Elle n'est pas due à un désir de voir le club échouer, mais bien à l'échec lui-même. Utiliser ce « il » vague, sans jamais le nommer, c'est terriblement commode. Ça permet de créer un ennemi imaginaire et de faire oublier les vrais problèmes. Les matchages, la tactique qui ne fonctionne pas, les joueurs hors de forme, ses propres choix. C'est une stratégie de com', pas une analyse objective. Tu parles de mentalité de siège comme si c'était purement une construction. Mais peut-être que le siège est bien réel. Je pense que tu sous-estimes le caractère vraiment exceptionnel de la pression autour de ce club. Ce n'est pas juste une question de quantité de critiques, mais de qualité. Quand le Real Madrid perd, on analyse le match. Quand Manchester United perd, on remet en question l'âme du club, son ADN, l'héritage de Ferguson. Chaque défaite est un nouvel épisode du feuilleton, la chute de l'Empire. C'est un fardeau psychologique immense pour les joueurs. Ils ne portent pas seulement le poids d'un mauvais résultat, mais celui de 20 ans d'histoire glorieuse. La sortie de ten Hag, c'est la reconnaissance de ce poids. Attends. C'est un argument qui sonne bien, mais est-ce que c'est vraiment unique ? Tu penses sérieusement que la pression à Manchester est différente de celle du Real Madrid, où un match nul à domicile déclenche des éditos enflammés, ou du Bayern Munich, où la deuxième place est vue comme un échec cuisant? Tous les grands clubs vivent avec cette pression immense. La seule différence, c'est que la critique est toujours proportionnelle à l'écart entre les attentes et la réalité. Et aujourd'hui, à United, cet écart est abyssal. Ils ont des ambitions de titre et des performances de milieu de tableau. La critique n'est pas une cabale, elle est simplement le reflet mathématique de cet écart. Ce n'est pas un désir de les voir échouer, c'est une déception immense de les voir jouer comme ça. L'intensité de la critique est le symptôme du problème, par sa cause. Et c'est là où nos avis divergent fondamentalement. Toi, tu vois ça de manière mathématique, je le vois de manière narrative. Le récit du déclin de United est devenu une industrie. Il y a un appétit pour ça, et ça change tout. Mais allons plus loin sur la rhétorique de ten Hag. Tu y vois une manipulation, un
un outil pour motiver, moi j'y vois un pragmatisme total. Quand il dit « quand nous faisons les choses correctement, nous sommes confiants », il se réapproprie le contrôle. Il ne dit pas « on perd à cause des méchants journalistes », il dit « le contexte est toxique, ils attendent qu'on tombe, raison de plus pour être absolument parfait dans tout ce qu'on fait ». C'est une façon de transformer une contrainte externe en une exigence interne. Il utilise le bruit ambiant pour relever le niveau d'exigence de son propre groupe. C'est brillant en fait. Brillant ou simplement prévisible. Parce que son langage le trahit, je trouve. Quand il dit « nous devons gérer cela », ce n'est pas le discours d'un sociologue des médias, c'est celui d'un coach qui veut endurcir son vestiaire. D'ailleurs, son objectif avoué, c'est de construire une équipe résiliente. Comment tu fais ça ? Tu leur donnes un ennemi commun. Tu instrumentalises la critique, qu'elle soit juste ou non, pour forger une cohésion. Regardez, personne ne croit en nous, ils nous détestent tous, on va leur montrer. C'est un levier psychologique énorme pour galvaniser un groupe. C'est une tactique de leadership, pas une observation neutre. Il se sert de l'environnement médiatique comme d'un outil pour atteindre ses objectifs sportifs. C'est malin, mais ça reste une construction. Mais tu sais, parfois les constructions rhétoriques s'appuient sur une vérité. Et la vérité, c'est que l'écosystème médiatique autour de United est devenu un monstre. Et je pense qu'il y a un acteur qu'on oublie souvent dans cette équation, un acteur qui rend la situation de United vraiment unique, leurs propres anciens joueurs. La punditsocratie, les anciens devenus consultants. Ah, voilà un point intéressant. Développe. Regarde qui commente les matchs de United chaque week-end. Gary Neville, Roy Keane, Paul Scholes, Rio Ferdinand, ce sont des légendes absolues du club. Quand ils parlent, leur voix a un poids que n'a aucun autre consultant pour aucun autre club. Quand Roy Keane dit que les joueurs manquent de cœur, ça ne vient pas d'un journaliste lambda, ça vient d'un ancien capitaine emblématique. Ça crée un écho interne, une pression qui vient de l'intérieur même de l'histoire du club. Ces gars-là font partie du il dont parle Ten Hag. Ils entretiennent ce climat de crise permanent parce qu'ils comparent sans cesse l'équipe actuelle à leur propre époque glorieuse. C'est une forme de critique que Liverpool ou Manchester City ne subissent pas de leurs propres icônes avec la même intensité. Je vois où tu veux en venir, mais je retourne complètement l'argument. Pour moi, ce n'est pas un problème, c'est une chance. C'est la preuve d'une culture de l'exigence. Ces anciens joueurs ne veulent pas voir le club échouer. C'est absurde, ils sont les premiers à souffrir. Leur critique est dure, oui, mais elle est légitime. Ils sont les gardiens du temple. Ils savent ce que le maillot de Manchester United exige en termes d'effort, de qualité, de mentalité. Leur colère n'est pas un désir de nuire, c'est le reflet de leur passion et de leur frustration. Ils rappellent simplement au club et aux joueurs actuels les standards qui ont fait de United ce qu'il est. Si Ten Hag n'arrive pas à gérer ça, c'est peut-être que lui et ses joueurs ne sont pas au niveau de ces standards. C'est un test de résistance, pas une persécution. Un test de résistance qui tourne à la torture psychologique. Parce que tu ne peux jamais y échapper. Chaque erreur est immédiatement jugée à l'aune d'un passé idéalisé. Ça paralyse les joueurs. Au lieu de construire leur propre histoire, ils sont constamment hantés par les fantômes du passé. Ten Hag essaie de créer un nouveau cycle et il se heurte à un mur de nostalgie. C'est un fardeau. Mais revenons à la perception. Tu dis que seuls les résultats comptent. Je ne suis plus si sûr à notre époque. Ah non, pour moi, c'est la seule chose qui compte à la fin. Le football est simple. Tu gagnes, tu es un génie. Tu perds, t'es un idiot. Tout le reste, c'est de la littérature. Je ne suis pas d'accord, aujourd'hui la perception a un impact direct sur la réalité. Quand l'image du club est celle d'un club en crise permanente, ça affecte tout. Le moral des joueurs, évidemment, mais aussi le recrutement. Un joueur de haut niveau va-t-il vouloir rejoindre ce chaos médiatique ? Ça peut même influencer les décisions arbitrales, inconsciemment. Quand tu as la réputation d'une équipe fragile, peut-être que l'arbitre hésite moins à siffler un pénalty contre toi. La perception négative n'est plus seulement un commentaire sur la réalité, elle devient un facteur qui façonne cette réalité. Ten Hag le sait, quand il dit vouloir transformer la perception du club, il ne parle pas juste d'image, il parle d'un élément de performance. Tu vas trop loin là. Tu donnes beaucoup trop de pouvoir aux médias et à l'opinion. L'objectif de Ten Hag de transformer la perception est justement l'aveu que la perception actuelle est le problème. Et sur quoi elle est basée, cette perception ? Sur des années de résultats décevants, de recrutements ratés, de saisons sans titre majeur. C'est factuel. Si le club enchaînait 10 victoires, s'il se qualifiait pour la finale de la Ligue des Champions, tu verrais la perception changer du jour au lendemain. Les mêmes journalistes qui les enterraient chanteraient leurs louanges. La critique n'est pas la cause des problèmes. Elle est le miroir, certes, parfois déformant et cruel de la réalité du terrain. Vouloir changer l'image dans le miroir sans changer l'objet qu'il reflète, c'est une illusion. Et au fond, Ten Hag le sait très bien. C'est pour ça que toutes ces phrases finissent par revenir à la même conclusion. Il faut gagner. Le reste, c'est du bruit. Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Il peut parfaitement savoir que la victoire est la seule issue et en même temps décrire avec justesse le terrain de jeu particulièrement miné sur lequel il doit aller chercher cette victoire. Ce n'est pas une excuse, c'est un diagnostic. C'est une couche de difficulté supplémentaire que d'autres n'ont pas avec cette intensité. Et ignorer cette dimension, c'est passer à côté d'une partie essentielle du défi que représente le fait d'entraîner Manchester United aujourd'hui. J'entends l'argument, mais je reste persuadée que c'est un faux débat qu'il installe. La pression psychologique, c'est le quotidien de n'importe quel athlète de très haut niveau. L'environnement médiatique est devenu plus brutal pour tout le monde avec les réseaux sociaux. La question n'est pas de savoir s'il y a de la pression, mais si elle est illégitime ou disproportionnée. Et pour moi, la réponse est non. Elle est simplement à la hauteur des investissements, du statut du club et du gouffre qui sépare les promesses de la réalité. En se focalisant sur le désir des autres de le voir échouer, il déplace le problème. C'est plus confortable de se dire qu'on se bat contre le monde entier que d'admettre que les plus gros problèmes sont peut-être à l'intérieur du club, voire sur son propre banc de touche. Bon, en résumé, si je dois synthétiser ma pensée, je dirais que les déclarations d'Erik ten Hag sont intelligente, mais elle relève d'une stratégie de communication vue et revue. Il construit un narratif de nous contre le monde pour protéger son groupe et détourner l'attention. La critique féroce que son club subit n'est pas le fruit d'un complot ou d'un désir collectif de les voir tomber, mais la conséquence directe et logique de performances très insuffisantes au regard des attentes. La solution, il la connaît et il l'admet lui-même. Elle se trouve sur le terrain, pas dans les conférences de presse. De mon côté, je maintiens que Ten Hag pose un diagnostic juste sur la pression absolument unique qui pèse sur Manchester United. Bien sûr que les résultats sont la clé de tout, personne ne le nie. Mais il est trop simple de réduire l'équation à ça. On ne peut pas ignorer le climat culturel et médiatique dans lequel la chute de cette institution est devenue un spectacle à part entière, un feuilleton que beaucoup adorent suivre. Son approche, ce n'est pas de se plaindre, mais de nommer cette réalité pour mieux préparer son équipe mentalement, tout en martelant que la responsabilité finale leur incombe. C'est une double lecture, et c'est là que réside sa complexité. Notre discussion montre bien que la vérité est probablement quelque part entre les deux. On voit à quel point la performance, la perception et la pression sont liées au plus haut niveau. Les mots de Ten Hag prouvent qu'un entraîneur aujourd'hui ne se bat pas seulement sur le terrain, mais aussi dans l'arène de l'opinion. Le vrai test est ce qui tranchera finalement notre désaccord, ce ne sont pas ses phrases, mais la capacité de son équipe à, comme il le dit, transformer la perception du club. Et pour ça, il n'y a que les victoires qui comptent. Il y a encore beaucoup à dire sur le sujet.